Charles Blé Goudé est de retour en Côte d'Ivoire. Le président de la COJEP a donc foulé le sol de Yopougon samedi dernier sous une pluie battante, les mains levées vers le ciel, certainement pour accueillir la bénédiction divine au travers de cette pluie, mais surtout des milliers de sympathisants, mais également aussi qui seraient proches notamment de la politique de l'ancien ministre de la Jeunesse, du gouvernement, sinon de la magistrature de Laurent Gbagbo, celui qui donc se fait appeler général, a été accueilli en grosse pompe. Et nous tentons donc de comprendre, nous interroger au cours de ce rendez-vous de votre avis compte si bien entendu cette arrivée ou cette venue notamment de Charles Blé Goudé dans la sphère politique en Côte d'Ivoire pourrait avoir un impact sur les futures échéances électorales. Côte d'Ivoire, retour de Charles Blé Goudé. Quel enjeu pour les futures échéances électorales? C'est la thématique que nous allons aborder au cours de ce rendez-vous. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Nous aurons un invité directement du côté de la République du Canada, chez Elou Lawson, qui sera bien sûr avec nous. Mais bien avant de pouvoir le prendre le temps, bien sûr, qu'il puisse se connecter, nous allons également prendre d'autres réactions, parmi lesquelles celle d'un invité généralement habitué de ce plateau et puis de nos différentes émissions. Il s'agit de Claude Pierre Clavet, qui est donc journaliste panafricaniste, directeur de publication du journal Horizon Nouveau Magazine, Africa First Cross News, et également président de l'APDA. Il donne notamment son point de vue sur les enjeux pour les futures échéances électorales, avec notamment le retour de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Bonjour Florent, bonjour aux téléauditeurs et téléspectateurs de For You Media Africa TV. Merci de m'accorder une fois de plus de vous servir mon commentaire dans le cadre du programme Votre avis compte de ce matin sur le thème Côte d'Ivoire, retour de Charles Blé Goudé. Quels enjeux pour le futur, pour les futures échéances électorales? Oui, Florent, il faut savoir que Charles Blé Goudé reste une grosse figure emblématique de la politique ivoirienne, qu'il a marqué d'une pierre blanche durant son magistère au poste de ministre de la Jeunesse auprès du président Laurent Gbagbo. Donc c'est donc une force politique avec laquelle il faut compter, et comme le démontre d'ailleurs son retour, je crois que sa réputation, sa renommée sont restées intactes. Comme quoi, son retour en Côte d'Ivoire marque une nouvelle étape de la politique de ce pays après 10 ans de privation de liberté à la haie. 10 ans de privation de liberté orchestrés par l'Empire de la France en étroite collaboration avec les institutions des Nations Unies et bien entendu le président Ouattara. Donc Blé Goudé peut être considéré comme un rescapé au même titre que le président Laurent Gbagbo, car ils ont été voués aux gémonies par le régime Ouattara et également par l'Empire français, qui a voulu saisir cette occasion pour se débarrasser des personnalités encombrantes et qui compromettent sa mainmise sur les ressources ivoiriennes. Je crois donc qu'aujourd'hui, le retour de Blé Goudé représente beaucoup d'enjeux. Dans le premier est le risque de le voir, pourquoi pas, corrompu par le régime de Ouattara pour lui servir de soupape de sécurité. Vous savez, après autant d'années passées en prison et d'injustices subies, il y a quand même des séquelles que l'on garde, qui peuvent quelquefois entraîner une forme de peur viscérale vis-à-vis d'un futur incertain. Je ne dis pas qu'il lui manque le courage, mais je dis que c'est un être humain qui est comme nous tous et qui peut prendre peur par rapport à un certain type d'événement.
Je crois donc qu'au niveau politique, Blé Goudé pourra reprendre la main, mais il lui faudra puiser dans le courage, dans les convictions idéologiques pour pouvoir se refaire une santé et surtout garder rester la même lancée dont nous lui connaissons à l'époque de sa déchéance ou alors à l'époque de son arrestation. Je crois que là, ce que nous avons, lorsque je l'ai dit, il y a également dans le contexte ivoirien actuel, où l'on ressent quand même la volonté du président Ouattara de ne pas lâcher du lest, de maintenir encore qu'il n'y a jamais eu une véritable action de réconciliation nationale. On remarque aussi que le président Ouattara n'entend pas baisser la garde ou lâcher du lest. Il pourrait même s'inscrire dans une dynamique de reconquête du pouvoir au terme du mandat actuel. Donc vous voyez que la carte ivoirienne est l'une des cartes les plus complexes et davantage complexes par rapport à l'ingérence tintamaresque de l'Empire de France dans les affaires intérieures de ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui est pratiquement devenu un département d'outre-mer, un département ou un territoire d'outre-mer de l'Empire français. Il y a donc du pain sur la planche de ce côté-là, autant pour les politiciens que pour la société civile. Et la question qu'on pourrait se poser de savoir, est-ce que Blé Goudé pourra jouir de la même marge de manœuvre qu'à l'époque du président Laurent Gbagbo? Certainement non. Parce qu'il est désormais, il n'a pas encore bénéficié d'une loi d'amnistie. Disons, les opposants ivoiriens n'ont pas à bénéficier d'une loi d'amnistie, le président Laurent Gbagbo compris. Donc, le président Ouattara souffle à la fois le chaud et le froid pour les tenir et les garder sous une coupe réglée afin que ceux-ci se sentent contrôlés. Et donc nous sommes dans un schéma qui est assez complexe, mais qui, évidemment, nous dévoilera certainement sa véritable configuration lors de la présidentielle, à la veille de la prochaine présidentielle annoncée du côté de la Côte d'Ivoire. S'il faut saluer le retour de Blé Goudé de se rendre à la Côte d'Ivoire natale, il faudrait également explorer et souhaiter que ce soit le cas de Guillaume Soro, qui malheureusement ne peut pas être considéré dans le même, peut pas bénéficier des mêmes considérations, dans la mesure où lui, il a participé, c'est lui l'acteur principal qui a accompagné, qui a fait prendre le pouvoir, qui a permis à Ouattara de prendre le pouvoir par les armes à travers une rébellion en Côte d'Ivoire. Bon, ben, si Ouattara devait donc afficher une véritable volonté de réconciliation envers les siens, envers les Ivoiriens, je pense qu'il aurait plutôt prêché par l'exemple en se réconciliant d'abord avec celui-là même qui, au prix des vies des Ivoiriens, des innocents Ivoiriens, lui a permis d'accéder au pouvoir par la force avec la complicité de l'Empire français. Donc, je pense quand même qu'il faudrait que tous ceux qui rentrent en Côte d'Ivoire, aussi bien Blé Goudé que le président Gbagbo et les autres exilés qui sont tentés de rentrer en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'ils redoublent de vigilance, qu'ils fassent très attention. La parole de Ouattara peut tout valoir, mais surtout pas l'or. Donc il faut faire très attention, qu'ils sachent qu'ils sont dans une démarche politique où en face, quelqu'un est prêt à tout pour les étouffer, pour en finir avec eux, comme on dit souvent, et qu'il leur revient donc de faire preuve de confiance, preuve de prudence, mais surtout de mutualiser intelligemment leurs forces s'ils veulent voir changer la donne, et de capitaliser leurs expériences passées, politiques passées, pour pouvoir se reprojeter sur le long terme dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, mais comme je ne cesse de le répéter, dans le cadre de tous ces programmes que nous animons sur ce plateau, le vrai ennemi de l'Afrique, de la souveraineté africaine,
et de la prospérité africaine, c'est bien l'Empire français. Merci et bonne journée à tous. Merci à vous, Claude Pierre Clavert, DP, pour votre commentaire donc sur cette arrivée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Et on souhaite également de passer une bonne journée. Je vous l'annonçais, donc il est déjà installé avec nous sur notamment son siège qui lui permet de pouvoir apporter son regard sur cette actualité. Chez Loloson, qui est donc du côté du Canada, il est économiste et leader panafricaniste, ainsi que leader du mouvement Pyramide, ainsi que le chef du projet donc de la diaspora togolaise. Monsieur, bonjour, merci justement pour la disponibilité que vous nous accordez. Merci pour cette invitation. Merci à la chaîne For You Media. Je salue tous les panafricanistes, tous les afro-descendants et la diaspora qui regarde votre émission depuis l'Amérique du Nord. Et donc, c'est un plaisir pour moi d'être sur votre plateau et de pouvoir proposer mon analyse du retour de l'emblématique Charles Blé Goudé. Je pense que l'Afrique a vécu un événement important qui est donc ce retour. Alors, je vais proposer ma perspective, mon analyse en suivant une démarche assez scientifique, sans doute, qui serait d'abord l'observation et les hypothèses que nous allons avancer pour l'analyse avant d'aboutir à une conclusion. C'est un fait sociologique, politique et historique, mais il faut le voir dans un contexte, dans une prisme géopolitique et tirer toutes les conclusions de cet événement historique emblématique et qui a beaucoup je dirais, de leçons de l'histoire. Je crois que c'est l'histoire qui s'écrit pour l'Afrique et pour les générations à venir. Et je pense que c'est absolument intéressant d'en discuter sur toutes ces coutures sans perdre de vue l'aspect juridique de la chose, le levier, l'échec de la CPI dans toute cette configuration, la question de la guerre, la prise de pouvoir, la France-Afrique, la France, qui est derrière tout ce bouleversement, et sans oublier toutes les victimes qui sont tombées, les victimes ivoiriennes, pour que la France puisse s'accaparer de son domaine, je dirais, de vassalité, et dans les conséquences, nous le voyons, en tout cas qui a été la guerre d'avril 91. Voilà. Donc, je vous remercie pour cette invitation. Je pense que nous aurons le temps de repasser toutes les étapes, tous les actes de la pièce de façon assez chronologique. Alors, la première des questions, justement, que je vais vous poser avant que nous prenions un extrait, notamment du discours prononcé par Charles Blé Goudé à Yopougon, devant donc les militants et sympathisants de son parti politique récemment créé, le COGEP. Alors, quelle observation vous faites chez Lulson de l'arrivée de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire? Votre question est très pertinente. Je pense que oui, effectivement, il faut partir de l'observation. Alors, lorsque l'avion de Charles Blé Goudé atterrit à l'aéroport de Houphouët-Boigny, il était entendu avec les autorités ivoiriennes que Blé joue dans la sobriété. Vous voyez? Et effectivement, il n'était pas prévu un accueil militant, mais très rapidement, la statue de l'homme, Blé n'a pas voulu jouer, n'a pas sorti le grand jeu. Néanmoins, la sobriété a cédé rapidement la place à la frénésie. Cette frénésie, nous l'avons vu dans les rues de Yopougon, où les jeunes spontanément sont sortis. Les rues de Yopougon étaient exiguës pour recevoir le général de la rue, l'emblématique Charles Blé Goudé. L'homme a gardé tout son charisme,
son charisme est resté très intact. Et il faut comprendre ce que c'est qu'un charisme, de grec charisma, qui veut dire la grâce, c'est-à-dire la qualité d'une personne qui séduit, qui influence, voire qui fascine les autres par son discours, son attitude, son tempérament et ses actions. Et c'est ça qu'on a vu après 11 ans d'exil et que Charles Blé Goudé retrouve toute cette ferveur dans les rues de Yopougon, alors que le schéma, le plan de son retour devait se passer pratiquement incognito, dans la sobriété. On a vu la frénésie que cela a causé. Sa sécurité était très rapidement débordée. Et on voyait même, j'ai vu une jeune fille s'étaler devant son convoi qui ne voulait pas se lever tellement il y avait l'hystérie, il y avait tellement la joie, il y avait tellement, en tout cas, la jeunesse ivoirienne a retrouvé son chef, son blé, son général, et c'était émouvant, époustouflant et historique. Historique parce que il faut voir dans cette démarche de déporter les leaders africains, il faut le retrouver dans un mécanisme bien huilé qui fait partie des stratégies de balkanisation de l'Afrique, d'esclavagisation de l'Afrique et de contrôle du continent africain. On a vu les grands leaders qui ont fait la résistance contre l'entrée impérialiste des colons. On a vu, par exemple, Samori Touré qui a été déporté et qui n'est jamais revenu. On a vu le roi Béhanzin déporté et qui n'est jamais revenu. Alors ça, c'est les grands noms les plus emblématiques. Mais la plupart des Africains, en tout cas des leaders africains depuis, ou les royaumes africains avant l'entrée des Européens en Afrique, ceux qui ont opposé une résistance farouche aux impérialistes, aux colons, eh bien, ces personnes-là, s'ils ne sont pas tués, ils sont isolés et déportés. Ils ne sont jamais revenus en Afrique, en tout cas, vivants. Et nous avons, même dans les musées, je crois que c'était dans un musée aux Pays-Bas, où on a retrouvé la tête d'un roi ghanéen qui était exposé comme ça, comme objet d'art. C'est tellement affreux. C'est tellement ignoble, mais pour eux, c'est un trophée de guerre. Et donc, voilà. Alors, il a fallu qu'une délégation ghanéenne aille dans ce pays réclamer donc la tête de ce roi ghanéen, fasse des cérémonies pour le ramener sur le continent africain. On a vu la même chose au Bénin tout récemment, l'année passée, quand le président Talon était allé à Paris pour réclamer les artefacts, les objets de culte, les objets sacrés du royaume du Bénin. Eh bien, le président Macron disait que c'était le trophée de guerre. Donc, le flux du Dune, il reconnaît que c'était le flux du razzia. Alors, le président Gbagbo a été déporté à la CPI. On pensait le condamner à vie et qu'il ne reviendrait jamais. Blé Goudé a suivi le même chemin, mais par la force de Dieu, par la force du droit, par les dieux kamites. Et Blé Goudé, le président le président Laurent Gbagbo de retour sur son sol natal, et ensuite c'est le tour aujourd'hui de Blé Goudé. Donc du point de vue historique, c'est quand même un signe fort de renaissance de l'Afrique, pour dire que les leaders africains, les résistants africains, et c'est le choix qui s'impose désormais à la jeunesse africaine, aux hommes politiques africains, aux leaders africains de suivre, de défendre leur pays, leur terre natale, et de trouver chez soi, en Afrique, je dirais, le bonheur et construire sa maison, son pays, sa nation. Je dirais également que son retour a été, je dirais, béni par les dieux, parce qu'il y a eu une pluie qui s'est abattue sur Yopougon, sur Abidjan,
Et on a encore vu le charisme de l'homme, ça ne l'a pas du tout dissuadé ni la foule qui est venue, les jeunes qui sont venus le recevoir. Il est resté dans cette pluie battante et a rendu grâce à Dieu, a rendu grâce à la Côte d'Ivoire. Je pense aussi que son retour mérite aussi d'être salué. C'est emblématique parce que quand on voit le parcours, il faut rendre grâce au Dieu, au Dieu kémite, au man des ancêtres, parce que les conditions dans lesquelles il est parti, il faut se rappeler les conditions catastrophiques où le président Laurent Gbagbo, les chars français ont attaqué la présidence, et ça s'est jamais vu dans le monde, que pour des raisons d'élection ou d'un conflit électoral, l'ONU puisse tirer des obus sur une présidence et la France profiter de, comment on l'appelle, d'une résolution de l'ONU pour attaquer la présidence et tirer des chars. On a vu des chars français aller jusqu'à accueillir le président Gbagbo avant qu'on appelle, on le livre aux rebelles pour que les rebelles achèvent la base Besogne. Heureusement que l'Afrique a évolué et que ce crime n'a pas été commis d'assassinat du président Laurent Gbagbo. Donc dans ces conditions chaotiques que Blé a pu fuir, s'est retrouvé au Ghana, mais les autorités ghanéennes, en complicité avec les autorités ivoiriennes, la France-Afrique, ils sont partis le cueillir à 3 heures du matin, le mettre dans le capot d'un véhicule et le livrer comme un colis à la frontière du Ghana et de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Blé Goudé a été arrêté et livré aux autorités ivoiriennes. Donc, la péripétie de torture, d'emprisonnement, de torture dans les mains des rebelles avant qu'il ne soit transféré à la CPI. Mais à la CPI, on a vu le courage de l'homme, sa détermination, sa fidélité à la cause ivoirienne et au président Gbagbo, son éloquence, sa détermination. Je crois que c'est l'un des classiques pour les étudiants en droit, de voir l'organisation de sa défense et sa conviction dans sa défense. Et on a vu cette péripétie juridique avec les erreurs monumentales de Ben Souma et de Campo qui l'a précédé. Et finalement, avec la mobilisation de la diaspora, de tous les panafricains, les médias panafricains, notamment des médias camerounais et panafricains, et cette lutte a duré combien? 8 années avant finalement qu'il soit acquitté. Alors, après qu'il soit acquitté avec le président Gbagbo, son parcours, la traversée du désert n'était pas terminée. Il fallait se battre pour obtenir le passeport. Et ça a aussi duré pratiquement plus d'une année avant qu'il n'obtienne le passeport pour revenir. Donc c'est tout un parcours épique. C'est un parcours, je dirais, terrible. Et c'est pas donné à n'importe qui de passer par tous ces méandres, tous c'est terrible sur le plan mental, sur le plan spirituel, sur le plan même humain, de pouvoir passer par tous ces assauts et de revenir sur la terre de ses ancêtres et garder tout son sourire, son charisme. Et donc, je crois que c'est phénoménal, c'est emblématique, c'est historique. Et c'est quand même intéressant de revenir sur l'histoire qui se déroule devant nos yeux et par là magnifier cette nouvelle génération de jeunes Africains, de leaders africains qui se lèvent pour leur peuple et pour le bien du continent. Je voudrais donc revenir sur cet aspect essentiellement de son retour qui augure tout un avenir, je dirais, tout un espoir pour non seulement la Côte d'Ivoire, mais pour toute l'Afrique.
Voilà donc, merci pour cette observation que vous avez fait, qui nous a permis de rentrer encore justement ce que vous avez eu appelé le parcours historique de Charles Blé Goudé, depuis son arrestation jusqu'à son retour en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc, parlant justement de l'impact sinon des enjeux de son arrivée dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, avec notamment les futures échéances électorales qui sont à venir, qu'on suive un extrait notamment de son discours qu'il a prononcé samedi sur la place de Yopougon. Pas d'ethnie. La mort n'a pas de religion. Nos amis qui sont morts pendant la crise, nous avons la chance, nous sommes en vie. Jusqu'à ce qu'on célèbre mon retour aujourd'hui. Ça aurait pu être nous. Taisons-nous une minute, s'il vous plaît. Merci. Chers amis, j'ai rêvé de ce moment. Depuis ma cellule de prison, j'ai rêvé de ce moment. Et vous aussi, vous avez rêvé de ce moment. Mais la seule chose que vous devez savoir, quand quelquefois je devais perdre le moral et que je pense à vous, j'ai encore 10 fois plus le moral. Mais je ne peux pas vous dire ce que j'ai vécu comme difficulté. Parce que mon grand-père m'a dit, quand un père de famille vient de la chasse et donne le gibier aux enfants, il ne leur raconte pas ce qu'il a vécu comme difficulté au champ. Je suis venu. Mon rôle n'est pas de vous révolter. Mon rôle n'est pas de vous révolter. Parce que ce pays a été blessé. Ce peuple a été traumatisé. Le peuple que vous êtes là, vous avez besoin d'un discours qui vous rassure. Qui vous rassure. Parce que ce que vous attendez de moi, ce ne sont pas seulement des discours de mobilisation. C'est qu'un jour, chacun de vous puisse avoir du travail. C'est qu'un jour, chacun de vous puisse nourrir sa famille. Mais parce qu'on est fatigué de dormir dans le salon des gens. Donc quand moi je vous vois comme ça, j'ai une lourde responsabilité. Il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Nous tous, on a vu. Vous avez souffert. Moi, j'ai été transféré en prison. Je suis venu. Mon devoir, c'est d'accompagner ce processus de paix. Pour que vous, là, quand vous allez dans vos petits jobs, dans vos petits jossis, vous n'ayez pas la peur au cœur. C'est pourquoi je suis là. Vous avez réclamé votre père est là. Et vous allez m'accompagner dans ce processus de paix là, dont notre pays a besoin. Ce pays-là, c'est notre pays. Ce pays-là, c'est notre pays. Quand je dis c'est notre pays, on ne doit pas le détruire. On ne doit pas le détruire. C'est pourquoi je suis venu ici. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Aujourd'hui, c'est mon premier jour. Je ne vais pas trop parler. Parce que je ne suis pas de passage. Je suis venu ici pour de bon. J'aurai le temps de vous parler. Voyez-vous, sous ces bâches, il y a mes parents. Mes parents qui ont quitté Djiberoua. Mes parents qui ont quitté Pogolabré. Qui voulaient me voir. Qui voulaient me toucher. Est-ce que leur fils est vraiment de retour? Il faut crier pour qu'ils attendent que leur fils est de retour. Il voulait leur dire merci. Vous qui êtes derrière ici. Vous. J'ai fait la résistance avec vous.
Je ferai la paix avec vous pour que demain on puisse construire la Côte d'Ivoire ensemble. J'ai entendu quelqu'un dire Blé Goudé sera notre prochain président. J'ai entendu ça. Hein? Et qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais moi je n'avais pas entendu. Moi je n'ai pas entendu. Bon, j'ai entendu maintenant. Bon, j'ai entendu. J'ai entendu. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. Hein. C'est vous qui avez dit ça. Hein. Où on est venu à Yopougon ici là. Ça a fait de président là. C'est pas moi qui ai dit. Hein. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais je n'ai pas entendu quand vous avez dit ça. Bon, merci. En tout cas, chers amis, la pluie n'a pas eu raison de vous. La pluie n'a pas eu raison de vous. Et c'est la première fois dans ce pays qu'une pluie tombe comme ça. Voilà donc Charles Blé Goudé qui s'est prononcé devant les militants du COJEP. Alors, chez Elou Le Sun, on parle des enjeux sur les futures échéances électorales. On retient deux éléments qui sont importants auxquels on aimerait justement avoir votre regard d'analyste panafricaniste. C'est ce mot « je ne suis pas venu vous donner » un discours notamment de mobilisation tout le temps, comme cela se fait. Je suis venu pour que les problèmes que vous aviez, qui sont notamment du manger, ils sont notamment de fait de pouvoir avoir un job afin que vous ne dormiez plus dans les salons des uns et des autres, soient accomplis. Vous m'avez accompagné sur la marche de résistance. Et puis, cette forme d'anecdote à la fin qui dit... on dit que je suis président. Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est vous qui êtes en train de dire. Cela présenterait clairement la vision future de Charles Blé Goudé en venant en Côte d'Ivoire, mais surtout également en transformant son mouvement vers un parti politique aujourd'hui. Est-ce que Charles Blé Goudé a clairement les ambitions pour une présidentielle en Côte d'Ivoire? Bien évidemment que quand on écoute Charles Blé Goudé, on retrouve encore l'homme emblématique, on retrouve l'homme charismatique et c'est un discours-programme, je dirais. Ses premiers mots, en tout cas, donnent les indications nécessaires pour tout analyste et observateur de la scène politique ivoirienne. Eh bien, il vient de donner en tout cas les éléments de communication, jette les premières pistes de son programme politique. D'abord, on va partir de l'homme. En l'écoutant, je retrouve Charles Blé Goudé que j'ai rencontré à La Haye pour vos téléspectateurs. Je suis allé le voir à La Haye et j'ai eu un tête-à-tête avec lui. Et j'ai retrouvé un homme qui, malgré tous ces épreuves que nous venons d'évoquer, qui a encore le moral. C'est ça qui est important. Le mental, qui est déterminé, qui a de l'espoir, qui n'a pas été du tout brisé par ce rouleau compresseur impérialiste mis en place par la France et son système répressif à travers ce pays qui a été un échec lamentable, on l'a tout à l'heure évoqué. Mais l'homme est resté égal à lui-même, déterminé, et donc nous avons évoqué, nous lui avons apporté le soutien panafricain, mais aussi nous avons évoqué l'avenir de l'Afrique, le panafricanisme, et surtout la nécessité du renouvellement de la classe politique africaine, parce que quand il était leader de la FECI, la Fédération estudiantine de Côte d'Ivoire, moi j'étais leader étudiant au Togo,
le conseil des étudiants de l'université du Togo. Et donc, nous avons fait pratiquement le même parcours en termes de résistance, en termes de lutte estudiantine. Et donc, j'ai retrouvé mon camarade, mon ami et mon frère quand j'étais allé le voir à La Haye, encore déterminé. Alors, quand je l'écoute aujourd'hui, c'est effectivement Charles Blé Goudé, tout à fait naturellement, qui garde le moral, qui croit justement à l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'autre chose qui est intéressante chez lui, c'est son sens de la compassion. Malgré toutes ces épreuves, il ne le prend pas personnellement. C'est un destin, c'est la tragédie d'un leader, et il est très compatissant, il porte la compassion pour les victimes. Et c'est pourquoi dans son discours, il disait qu'il n'est pas revenu pour vous révolter, et il prône la réconciliation. Avant la guerre, son arrestation, on a vu que malgré qu'il avait un discours très enflammé, c'est quelqu'un qui n'a jamais pris les armes. Vous voyez? Et aujourd'hui, il a une pièce maîtresse centrale dans le processus de réconciliation. Je rappelle que avant donc la guerre, il avait mis en place une caravane de paix qui a circulé dans toute la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je peux dire qu'il est toujours cet homme de la réconciliation pour réconcilier les Ivoiriens. Il faut aussi savoir que l'homme s'est transformé. Il a mûri. Il a mûri également son discours. Il n'est plus ce Charles Blé Goudé, ce général de la rue, en tout cas qui enflamme les foules, mais aujourd'hui, on va vers des solutions. On va vers le développement, on va vers un programme qui prend en considération le bien-être des Ivoiriens. Et c'est ça qui est essentiel. Et donc, son travail sera essentiellement d'être ce chevalier de la réconciliation des Ivoiriens, et aussi travailler à ce que le processus de réconciliation puisse complètement prendre tout son sens. C'est-à-dire que le processus de réconciliation ne peut pas atteindre ses objectifs si on ne passe pas par le triptyque, c'est-à-dire la justice, la réconciliation et aussi la vérité de ce qui s'est passé. Parce que nous avons vu que la justice était allée seulement dans un sens, dans le sens des vaincus. Donc c'est une justice des vainqueurs, mais aucun rebelle qui ont mené les assassinats, les massacres et la guerre du côté des rebelles n'ont été encore jugés. Donc je dirais que c'est une forme de réconciliation à sens unique, et pour que ça soit complet, il va falloir aussi et ça, c'est ça la responsabilité non seulement de la communauté internationale, de la CPI, mais aussi du gouvernement ivoirien, pour que certains du côté rebelle qui ont commis des crimes puissent également juger. Il y a la question des prisonniers politiques qui sont encore en prison, des militaires qui sont en prison, il va falloir les libérer. Les autorités ivoiriennes ont quand même posé des pas assez édifiants dans le sens de la réconciliation. Je voudrais citer, par exemple, je fais référence à la libération de Simon Gbagbo, vous voyez, qui est une figure emblématique de la lutte ivoirienne. Il y a eu le retour, en tout cas la facilitation du retour du président Laurent Koudou Gbagbo, et aujourd'hui le retour de Charles Blé Goudé. Donc c'est quand même des pièces assez intéressantes dans le processus de réconciliation, mais pour que ça soit complet, il va falloir aussi compléter le processus de justice du côté des rebelles. Il va falloir indemniser les victimes, procéder à des réparations, mais aussi fondamentalement régler l'enjeu primordial
duquel gravite la crise ivoirienne, qui n'est pas du tout réglée, qui est restée entier. Je l'appelle le casus belli, c'est-à-dire ce qui est à la base, le cœur automatigène de la crise ivoirienne, c'est la question électorale, la question de l'alternance à la tête de l'État ivoirien. Ce problème est resté en entier et donc il va falloir réellement poser les bases fondamentales pour la résolution de ce problème. Ce problème, c'est un serpent de mer. Hein. Si vous permettez, je vous fais un petit historique là-dessus. Le président Houphouët-Boigny n'a pas réussi à régler le problème de la succession et de l'alternance en Côte d'Ivoire avant de mourir. Ça fait que les trois leviers sur lesquels s'appuie son pouvoir, il y avait son premier ministre qui était le président Ouattara, il y avait le chef de l'armée, chef d'état-major, le général Guéhi, et le chef de l'opposition, d'alors qui était le président Laurent Koudou-Bagou, et enfin le président de la Cour constitutionnelle Bédié. Et donc, la question de la succession ne s'est pas très bien réglée. Ça a créé un conflit entre Bédié et Ouattara. C'est Bédié qui a pris la main dans les conditions que nous connaissons, mais très vite, il a été rattrapé par le fait que ce casus belli n'a pas été réglé. Et donc, ça s'est traduit par le coup d'État du général Guéhi. Ce coup d'État a amené donc les militaires pour la première fois au pouvoir, mais là aussi, les élections ne se sont pas bien passées. Il a fallu que le président Gbagbo conteste la transmission de ce pouvoir-là dans la rue, avant que le général Guéhi ne puisse céder. Mais très rapidement, les conditions dans lesquelles le président Gbagbo est arrivé au pouvoir a suscité la rébellion. Et cette rébellion a vu l'assassinat du général Guéhi, mais ça a créé les conditions très difficiles de gestion du pouvoir également du président Laurent Gbagbo, et cette rébellion a finalement, après 10 ans de péripéties, fini par le faire tomber. Vous voyez? Et donc, dans tous les cas de figure, il y a eu difficultés, problèmes et guerres, ou plus ou moins aux violences liées à l'alternance politique en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ce problème reste entier parce que les acteurs sont encore là. Les acteurs de cette tragédie ivoirienne sont encore là. Le président Laurent Gbagbo a annoncé sa candidature aux prochaines élections. Le président Ouattara. Donc, c'est pourquoi l'alternance, pourquoi il a utilisé la guerre, est toujours aujourd'hui problématique puisqu'il est dans son troisième mandat. Le président Bédié, qui n'a pas digéré le coup d'État qu'il a fait tomber, à 90 ans, est toujours à la tête de son parti. Il a été réélu et compte également déposer sa candidature pour le prochain. Donc, les mêmes causes produisant les mêmes effets, tant que ce problème-là n'est pas réglé dans sa profondeur, nous risquons en tout cas de voir des scénarios catastrophes qui ont endeuillé encore la Côte d'Ivoire. C'est là la grande responsabilité des acteurs ivoiriens, et il faut mettre cela, ce cocotte, cette mamie cocotte là, il faut le mettre dans ce que j'appellerais dans la tempête géopolitique de la sous-région, où la France est en train de perdre la main au Mali, au Niger, au Burkina et probablement au Niger, donc veut renforcer ses bases côtières, notamment en Côte d'Ivoire, au Togo et au Bénin. On a vu son avis de guerre venir récemment, il y a quelques semaines, à Abidjan pour, disons, des exercices militaires, mais ça ne trompe personne. Et donc, la Côte d'Ivoire reste, je dirais, la vache à lait pour la France, et c'est en aucun cas qu'ils ne veulent perdre cette région. Donc, ce conflit géopolitique est là, et c'est dans ça qui se joue justement le conflit entre
entre ces leaders qu'on vient d'évoquer. Alors, nous pensons que il faut faire le pari de l'avenir. Le pari de l'avenir, c'est-à-dire s'appuyer sur la jeunesse. Et aujourd'hui, il y a lieu que les grands leaders ivoiriens puissent penser à passer la main. Passer la main, ce que Houphouët n'a pas réussi à faire, il va falloir que Gbagbo pense à le faire. Il faudrait que Ouattara pense à le faire. On ne peut pas nous convaincre que dans son parti, le HDP, il n'y a personne qui puisse remplacer Ouattara. Finalement, c'est toujours la théorie de moi ou le chaos. Après moi, le chaos. Il va falloir préparer le relève. Il va falloir aussi accepter de passer la main parce que le pays reste, les hommes passent. Notre temps de vie est très court et on ne peut pas ramener je dirais, la stabilité d'un pays qui reste dans le temps et dans l'espace, le ramener à notre personne puisque nous sommes mortels et nous avons un temps de vie assez encadré. Et penser, et c'est ce qui fait la différence, les États africains, les États européens, eux, ils sont dans la durée, ils sont dans la planification, ils sont dans le leg, le passage de relais, le passage de flambeau. Mais nous, Africains, c'est là notre difficulté. On dit souvent que, bon, voilà, un roi, on ne trouve pas de succession à un roi de son vivant. Cette théorie nous crée des conflits et qui déstabilisent nos pays. Donc, il va falloir faire le pari de l'avenir, le pari de la réconciliation, mais aussi de passer la main, de passer le relais. Et c'est là où la candidature d'un Blé Goudé devient très intéressant dans l'esprit de réconcilier les Ivoiriens. On ne pourrait pas terminer cette analyse en laissant de côté Guillaume Soro. Bien évidemment, il est jeune aussi, il a de l'ambition, et c'est lui qui a été, je dirais, la pièce ouvrière à travers sa rébellion, dont il était le porte-parole, qui a amené Ouattara au pouvoir. Et donc, la France-Afrique, quelque part, a repris la main face au résistant Laurent Gbagbo. Donc, il revient, lui aussi, il va falloir, dans le processus de réconciliation, permettre qu'il revienne au pays et que la hache de guerre soit enterrée et que l'on accepte la loi, le principe de l'état de droit et de l'alternance politique à travers des élections libres, transparentes et pacifiques, et que les Occidentaux, en tout cas la France, puissent permettre cela en Côte d'Ivoire sans que cela ne se traduise nécessairement par la violence, la guerre et les tueries. Et beaucoup d'Ivoiriens ont souffert, beaucoup sont tués. Il va falloir penser à tous ces Ivoiriens qui sont innocents finalement dans cette tragédie et permettre à leurs enfants, à leurs familles de faire le deuil et une façon de pouvoir rendre hommage à tous ces morts, c'est de réconcilier les Ivoiriens, créer un pays de paix, de stabilité pour la sous-région dans toute sa globalité. Et chez Oluloson, merci pour votre participation et votre disponibilité une fois de plus ce matin. Merci de nous avoir apporté des éléments nécessaires de comprendre la genèse notamment de la question Blé Goudé, mais surtout la perspective de l'avenir des échéances politiques avec la nouvelle génération dont il fait partie. Et également, Guillaume Soro, que vous avez eu à souligner dans le processus de la paix et dans ce pays. Je vous souhaite justement de passer, je ne pourrais pas dire une bonne journée, mais je vous la souhaite parce que il sera bientôt 2h30 du côté justement de l'Amérique du Nord, là où vous vous trouvez. Tout à fait. Merci pour cette invitation. C'était un plaisir pour moi de partager ce plateau. Et il faut quand même dire que la question constitutionnelle n'est pas encore réglée en Côte d'Ivoire avec le 3e mandat de Ouattara qui va chercher probablement à se présenter pour un 4e mandat. Et donc, mais comme je l'ai dit, il va falloir aussi que Ouattara pense à la relève et pense à passer le flambeau. Dans quel camp si le pouvoir va passer, les acteurs ivoiriens,
politiciens ivoiriens doivent quelque part réfléchir à l'avenir de leur pays et faire le pari de l'avenir en termes d'élection, sans nécessairement trouver, il faut qu'on arrive à trouver ce qu'on appelle un gentle agreement qui stabilise la vie politique en Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la responsabilité des leaders politiques historiques ivoiriens. Merci. Bonne journée donc à vous du côté du Canada. Vous êtes, mesdames, messieurs, nous mettons un terme à ce rendez-vous de votre avis compte donc, et bien sûr, la question portait sur les enjeux, sur les futures échéances électorales en Côte d'Ivoire avec le retour de Charles Blé Goudé sur la terre de ses ancêtres. Merci de nous avoir suivis. Les programmes de For You Media Africa et For You Télévision Africa se poursuivent. Le monde bouge l'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Merci à la réalisation assurée donc par les gars Roger qui nous a permis de pouvoir mettre en diffusion cette émission. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.